Bonjour, je suis le docteur Royan Parola. Je vais donc vous parler aujourd'hui du sommeil et de la sclérose en plaques. Effectivement, parce que dans la sclérose en plaques, il y a certaines spécificités, même si bien sûr, il y a tout le reste qui fait que le sommeil a de toute manière des règles pour lesquelles il faut s'organiser et les respecter. Alors déjà, il faut comprendre que le sommeil, il y a un déroulé particulier qui fait que quand on va se coucher le soir, on va s'endormir assez vite et pour arriver, en passant par du sommeil léger, assez rapidement à du sommeil profond qui va durer une vingtaine de minutes, voire un peu plus, et se terminer par une première phase de sommeil paradoxal qui est très courte au départ. Et ainsi, la nuit va se constituer de 4 à 6 cycles de sommeil qui comportent du sommeil léger, du sommeil profond et du sommeil paradoxal. In fine, on se réveille le matin, avec une particularité que vous pouvez constater, c'est que le sommeil profond est prédominant en début de nuit, alors qu'en fin de nuit, on va avoir essentiellement du sommeil léger et du sommeil paradoxal. Alors, le sommeil va se reproduire tous les jours à peu près à la même heure, ce qui fait qu'on a des rythmes particuliers et on distingue d'ailleurs des gens du matin et des gens du soir. Bon, à part les gens qui sont vraiment extrêmes du matin ou extrêmes du soir, disons que on arrive à peu près à composer au niveau des horaires, mais c'est vrai que ça peut être difficile pour quelqu'un du soir de se coucher tôt et de se lever tôt. À l'inverse, pour quelqu'un du matin, se coucher tard va être une difficulté. Il y a une autre caractéristique pour le sommeil, c'est la durée de sommeil dont on a besoin. Et bien là, on est très inégaux selon les personnes, avec des courts dormeurs qui dorment moins de 6 heures, des longs dormeurs qui dorment plus de 9 heures, et le record, c'est 3h30 de sommeil par nuit. C'était un monsieur qui travaillait, qui avait pratiquement 2 activités professionnelles, et qui dormait donc très très peu, mais qui était parfaitement en forme. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le besoin de sommeil, c'est la quantité de sommeil dont on a besoin pour être en forme le lendemain. Alors pourquoi il y a ce rythme particulier? Ça, c'est une question qu'on s'était posée déjà depuis extrêmement longtemps et qui a commencé à trouver des éléments de réponse dans les expériences que l'on a appelées d'isolement temporel. C'est-à-dire que l'on met quelqu'un dans une situation où il n'a aucune connaissance sur le temps qui passe, l'heure, évidemment, il n'a pas de montre, et il n'a aucune notion de la lumière extérieure qui pourrait lui donner un repère horaire. Alors, il y a des expériences qui ont été faites dans des grottes, comme ça s'est fait avec Michel Siffre en France, mais ça peut être dans des laboratoires à Chicago, ou bien dans d'autres, notamment à Munich, où ils avaient utilisé d'ailleurs des bunkers. Et on s'est aperçu à peu près à chaque fois la même chose, c'est qu'il y a vraiment un rythme qui continue, avec là, vous voyez, le rythme veille-sommeil qui va alterner avec des périodes de sommeil et des périodes de repos. Les périodes de repos sont en blanc. Et pendant au moins 3 semaines, à peu près chez toutes les personnes, il y a une très bonne synchronisation de tous les rythmes, en général un peu supérieur à 24 heures. Il y a des gens qui ont un rythme un petit peu inférieur. Et il peut y avoir au bout d'un certain temps une dissociation entre les deux rythmes qui montre qu'il y a une horloge qui est très très forte, qui est très proche de 24 heures et une autre qui peut être un peu plus adaptative. Enfin tout ça, ça veut dire que pour que cette horloge autour de 24 heures fonctionne bien, il va falloir une remise à l'heure tous les jours et cette remise à l'heure tous les jours, elle va être apportée par le cycle lumière-obscurité. Et là, on se rend compte que notre environnement, et particulièrement notre environnement lumineux, a un rôle très très important pour notre sommeil, car c'est lui qui va caler notre rythme de sommeil pour nous permettre finalement de fonctionner tous ensemble dans un univers qui est contrôlé par la lumière et la rotation de la Terre sur elle-même. Alors ça passe par un mécanisme que l'on connaît bien maintenant, enfin ça met en jeu des mécanismes que l'on connaît bien maintenant, avec la lumière qui va arriver sur
l'œil, avec ensuite une voie qui va partir de l'œil jusque un tout petit noyau qui est dans la profondeur du cerveau. Et ce noyau, ça va être vraiment l'horloge interne de notre cerveau, avec un rôle prédominant par rapport à toutes les autres horloges, parce qu'il y a d'autres horloges qui existent dans notre corps, parce que lui, ce noyau, c'est vraiment l'horloge maître, et donc qui va donner le topo. Et de surcroît, il va travailler avec une autre structure qui est l'épiphyse. Et l'épiphyse, c'est une petite glande qui est située en arrière du troisième ventricule et qui a pour caractéristique de sécréter une hormone dont vous avez tous entendu parler, c'est la mélatonine. Et cette mélatonine, elle va avoir en fait pour fonction de mesurer le temps. C'est-à-dire que les voies qui arrivent par le noyau suprachiasmatique jusqu'à l'épiphyse vont permettre indirectement à la mélatonine de réaliser quel est le degré d'éclairement. En fait, elle est bloquée par la lumière et elle est sécrétée quand il fait nuit. Et donc, cette mélatonine va ensuite se distribuer partout dans le corps et ça permet d'apporter un message horaire, disons, à tout notre organisme et à contrôler différents rythmes, que ce soit le rythme de la prise alimentaire, que ce soit les rythmes de l'effort physique, les rythmes de la concentration, le rythme des repas aussi, bien sûr. Et donc, on va avoir comme ça tout un système qui, non pas hiérarchise, mais ordonne dans le temps toutes les fonctions de l'organisme pour que tout ça, ça fonctionne mieux et pas dans le désordre, parce que sinon, là, on n'est pas bien. Alors, certes, le sommeil est un rythme de 24 heures, mais il y a aussi des siestes qui vont venir entrecouper notre journée, sachant que ça va plutôt augmenter avec l'âge, tout au moins chez l'adulte, parce que bien sûr les siestes existent chez le bébé, et donc le sommeil va s'organiser de cette manière-là, avec un sommeil prédominant la nuit, des siestes ou une sieste dans la journée, notamment quand on vieillit beaucoup. Alors ça donne une notion de rythme qui est très importante et une notion aussi de besoins qui sont à respecter au niveau de son sommeil. Et là, il y a des expériences où on a essayé de manipuler un peu tout ça, essayer de diminuer le temps de sommeil, essayer de faire bouger les horloges en introduisant en fait des rythmes irréguliers au niveau des repas, au niveau du sommeil. Et là, on se rend compte que ce soit en malmenant les rythmes de sommeil ou en malmenant le temps de sommeil dont on a besoin, eh bien on va complètement modifier la physiologie de notre corps. Et notamment, là vous avez un exemple où on voit que quand on met une privation de sommeil forte, en rouge là ce sont les dosages hormonaux d'une hormone qui s'appelle la leptine et l'autre la gréline, eh bien on se rend compte que quand on restreint le temps de sommeil, on va modifier leur sécrétion, et ça évidemment c'est pas bon parce que quand on modifie la sécrétion de cette façon-là, eh bien les aliments ne vont pas être correctement digérés, ne vont pas être correctement stockés, l'appétit va être modifié et du coup, on prend du poids. Donc ça peut être aussi des choses comme ça où on se rend compte que si quelque chose se passe mal dans le sommeil, qu'on le malmène trop, on va avoir des conséquences qui ne sont pas toujours aussi évidentes ou intuitives que ce que l'on pense. Il va aussi y avoir des liens avec les troubles cardiovasculaires, il va y avoir des liens aussi avec les défenses immunitaires. Donc on se rend compte que le sommeil, c'est un peu le grand ordonnateur de tout ça, et qu'il faut vraiment respecter ses rythmes et ses besoins. Alors après, à côté de ça, vous avez bien sûr des pathologies. Et les pathologies les plus connues, notamment dans la sclérose en plaques, ou en tout cas qui ont une spécificité un peu plus particulière par rapport aux autres pathologies, eh bien ce sont plutôt les formes d'insomnie que l'on peut observer dans la sclérose en plaques. En effet, déjà, il y a beaucoup plus de syndrome des jambes sans repos, je vais vous en parler et vous allez voir un peu ce que c'est. Et puis, vous avez aussi des problèmes de douleur éventuellement,
ou des problèmes urinaires qui fait que vous vous levez plusieurs fois la nuit. Et bien sûr, quand on fractionne son sommeil de cette manière-là, on peut avoir du mal ensuite pour se rendormir, et du coup, eh bien, on va avoir des insomnies. Après, quelqu'un qui a une sclérose en plaques, évidemment, n'est pas à l'abri des autres pathologies, hein. Et il y en a plein d'autres, hein. Il y a bien sûr les apnées du sommeil, il y a la narcolepsie, il y a les hypersomnies idiopathiques, il peut y avoir des parasomnies, notamment le somnambulisme qui est très connu. Mais vous avez aussi donc les insomnies qui sont particulières, parce que vous allez avoir des pathologies spécifiquement liées à ça. Alors, l'insomnie, déjà, ça se définit par rapport à la plainte qui est ressentie. Qu'il y ait des difficultés d'endormissement, des réveils au cours du sommeil, un réveil trop précoce, il y a un retentissement le lendemain, nécessairement, pour qu'on parle d'insomnie, et le fait de mal dormir et de dormir insuffisamment va conduire le dormeur à mettre en place des stratégies qui vont être problématiques. C'est-à-dire que pour essayer de récupérer un peu de sommeil, la personne va dire je vais me coucher plus tôt pour récupérer un peu, ou bien le matin alors qu'elle est réveillée et qu'elle pourrait tout à fait se lever, elle va dire oh bah non, c'est un petit peu tôt, c'est le week-end, je vais dormir un peu plus et rester 1h30, 2 heures en plus dans son lit. Autre travers, disons, de l'insomniaque, c'est dès qu'il peut, il va essayer de se coucher pour faire une sieste et pour récupérer. Donc cette quête du sommeil fait que l'insomniaque va passer beaucoup de temps dans son lit, et c'est un des problèmes qui va générer, là encore, de l'insomnie encore plus. Alors dans les causes des insomnies, eh bien, je vous ai dit qu'il y avait le syndrome des jambes sans repos. Eh bien, vous allez voir sur la vidéo ce qui se passe. En fait, c'est déjà une pathologie qui est 4 fois plus fréquente dans la sclérose en plaques et qui, dans 80% des cas, est associée à des mouvements périodiques nocturnes. Alors, qu'est-ce que c'est que le syndrome des jambes sans repos? Eh bien, ce sont des impatiences. Là, vous voyez que la personne, elle est en train de bouger ses jambes. Alors c'est accéléré, hein, c'est 4 fois plus rapide que la normale, mais donc il y a une obligation de bouger les jambes, et le problème de cette dame par exemple, c'est qu'elle était obligée de bouger ses jambes toute la nuit, elle s'est endormie à 5 heures du matin seulement. Et ça survient plutôt le soir ou dans la nuit, et c'est soulagé par la marche. Il y a d'autres techniques aussi, le calcul mental, les mots croisés aussi vont soulager l'apparition de cette gêne dans les jambes. Alors c'est associé à également des mouvements périodiques nocturnes, et là on va voir que c'est déjà quelque chose aussi de gênant, beaucoup plus d'ailleurs pour le, conjoint, parce qu'il y a des mouvements de flexion du pied sur la jambe, de la jambe sur la cuisse. À part, là c'est assez lent, mais ça peut être très violent. Donc du coup, la personne qui dort à côté va vraiment avoir la sensation qu'il y a quelqu'un qui bouge énormément à côté d'elle, et ça peut être problématique. Après, vous allez avoir aussi
des possibilités d'autres pathologies, comme là, le syndrome d'apnée du sommeil. Le syndrome d'apnée du sommeil, c'est une pathologie qui est assez fréquente. Et là, déjà, alors c'est vrai pour tout le monde, hein, c'est pas vrai que dans la sclérose en plaques, mais il faut vraiment garder un très bon rythme de sommeil. Et pour synchroniser ces rythmes de sommeil et ces rythmes biologiques, il va y avoir deux éléments qui sont très très importants. C'est la lumière et l'activité physique. Alors la lumière, c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que quand, si on représente le temps de sommeil ici en rouge, là, eh bien, si on donne une lumière forte le matin, vous voyez que on va avoir tendance à avancer les rythmes. C'est-à-dire que on s'endort plus tôt et on se réveille plus tôt. En revanche, si on donne une lumière forte le soir, eh bien, on va avoir tendance à retarder les rythmes. Et là, on a vraiment quelque chose qui est intéressant parce que la lumière va permettre de faire bouger en fait le sommeil. Et ce qui pose d'ailleurs tout le problème des écrans, notamment le soir, parce que les écrans font exactement la même chose. Ils donnent l'impression qu'il y a une lumière solaire qui arrive en plein dans la chambre à un moment où évidemment, normalement, il fait nuit. Donc la lumière a un effet sur les rythmes, et ça c'est quelque chose de tout à fait intéressant parce que ça synchronise nos rythmes. Alors ceci étant, avec l'âge, il y a la lumière qui va se modifier, enfin la perception de la lumière qui se modifie, et on est moins réceptif à la lumière quand on est âgé parce qu'on a à la fois la cornée, mais surtout l'iris qui est modifié avec le cristallin qui s'opacifie. Et si le cristallin s'opacifie, eh bien la lumière ne passe pas. Et bien, du coup, on perçoit moins la lumière. Vous voyez que il va falloir passer d'autant plus de temps dehors quand on est âgé que quand on est jeune. Alors, le sport, je vous disais, améliore le sommeil. Alors, c'est vrai que chez les mauvais dormeurs, l'exercice physique régulier augmente le sommeil profond et le temps de sommeil total. Et il a plutôt tendance à diminuer la latence d'endormissement et diminue aussi les éveils intrasommeil. Donc, le sport va avoir à la fois un effet sur l'horloge qui le renforce et sur le sommeil lui-même. Reste à savoir quand est-ce qu'il faut le faire et combien de temps il faut le faire. En fait, il faut en faire régulièrement, et régulièrement, c'est pas une fois par semaine. C'est au minimum 4 fois par semaine, au moins 20 à 30 minutes à chaque fois. Et après, au niveau du moment, disons que ce qui va être important, c'est plutôt la régularité et d'éviter la soirée. Mais ou sinon, si vous devez pouvoir le faire qu'à un certain moment, il vaut mieux en faire que pas en faire du tout. Alors vous avez des techniques qui permettent aussi de pouvoir utiliser à la fois, enfin, pouvoir faire à la fois du sport et d'être exposé à la lumière. Et là, vous avez, si vous êtes en appartement, des possibilités, y compris en plein hiver, hein, et alors bien sûr en période de confinement, c'est encore mieux, d'utiliser un vélo elliptique et une source de lumière avec une lampe de luminothérapie. Et là, pour le coup, vous êtes paré, vous faites les deux choses en même temps, et là, vous avez gagné le jackpot pour régulariser votre sommeil. Alors, un autre conseil qui est vraiment très important pour pouvoir dormir mieux, c'est pas de chercher à dormir plus. En effet, il faut ne se coucher que quand on a sommeil et que pour dormir. Et si on ne dort pas, eh bien, il vaut mieux se lever, aller faire autre chose et se recoucher ensuite. Et le matin, il ne faut pas traîner au lit, c'est-à-dire que vous oubliez la fonction snooze des téléphones et vous essayez pas de faire systématiquement une grasse matinée parce que vous pouvez la faire. Si vous êtes réveillé avant, levez-vous, votre horloge vous a dit de vous lever. Et dans la journée, si vous faites des siestes, il faut faire des siestes brèves, entre 5 et 20 minutes, parce que si vous faites des siestes longues, vous allez avoir des trous dans la nuit.
Alors justement, par rapport à la nuit, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on a besoin d'un certain temps de sommeil, et qu'entre le moment où l'on se couche et le moment où on se lève, eh bien si ce temps-là est très long, comme là la personne se couche à 22h30 et elle se lève à 8h30, eh bien vous allez avoir donc quelqu'un qui passe 10 heures dans son lit. Les gens qui ont besoin de 10 heures de sommeil sont rares, et si vous passez beaucoup de temps dans votre lit comme ça, vous allez nécessairement créer des trous au cours de du déroulé de votre nuit. Et donc ce ne sera qu'en rapprochant les bornes entre le coucher et le lever que vous allez en quelque sorte compresser votre sommeil pour que les éveils diminuent et même disparaissent quand vous prenez cette habitude de ne vous coucher que pour dormir et de vous lever dès que vous êtes réveillé. Donc il y a un certain nombre de choses à faire, et notamment il faut vraiment réserver le sommeil au lit, à l'intimité, et essayer de respecter ses rythmes et ses besoins de sommeil. On en a parlé là tout au long de cet exposé. Autre chose particulière, c'est vraiment des horaires de sommeil réguliers, et quand on parle de sommeil régulier, c'est surtout du lever dont il s'agit. S'exposer quotidiennement à la lumière du jour, ça vous l'avez compris, favoriser l'exercice physique, si possible le matin ou le midi, en tout cas en évitant le soir, et être attentif à tous les signaux qui vont vous dire « j'ai sommeil ». C'est les bâillements, les paupières lourdes, le fait d'avoir un petit peu froid aussi, des frissons. Et quand vous allez vous coucher, il vous faut une chambre qui soit un peu tranquille, c'est-à-dire silencieuse, ça évidemment, et puis aérée, calme, avec une température qui soit pas trop élevée. Évitez les températures au-delà de 20 degrés parce que vous allez transpirer la nuit, vous n'allez pas être bien. Respectez aussi un temps de détente avant le coucher, et vous levez suffisamment tôt le matin pour pas vous réveiller en stress. Si vous essayez de vous lever au dernier moment, vraiment le der des der, quand vous vous levez, vous allez déjà être stressé dans la journée, et ça c'est pas bon, y compris pour votre sommeil la nuit suivante, parce que vous serez sous pression tout le temps. Alors, il y a des choses à éviter absolument, hein. Il faut vraiment pas passer trop de temps dans votre lit. Il faut modifier vos habitudes en termes de café, thé, vitamine C, boissons énergisantes, tabac. Ce sont des anti-sommeil, donc vous les oubliez. Les dîners trop copieux, évidemment, et surtout s'il y a de l'alcool qui va rajouter une couche. La pratique tardive du sport, ça je crois que je vous l'ai dit. Et aussi même les activités trop stimulantes le soir. Le soir, il doit y avoir nécessairement un peu une préparation au sommeil. N'oubliez pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, les écrans et des appareils électroniques avec des écrans le soir. Ça, c'est pas bon. Donc, éventuellement, vous les arrêtez de toute manière 1 heure avant d'aller vous coucher. Et vous ne vous couchez pas avec votre portable et avec votre tablette. Ça, vous oubliez. Il faut privilégier un couvre-feu digital. Voilà, je vous remercie de votre attention. 4% des hommes et 2% des femmes. Et ça se traduit, pour la personne qui voit ça de l'extérieur, disons, essentiellement par un ronflement et des arrêts respiratoires. Là, vous voyez, il y a un arrêt respiratoire qui se produit, et c'est assez impressionnant, parce que la personne va commencer à lutter pour essayer de faire rentrer l'air, et l'air ne passe pas, donc c'est extrêmement difficile. Et ça se voit plus chez des gens qui sont en surpoids ou avec un problème d'obésité, mais ça existe aussi chez des gens minces qui ont un visage très étroit, et donc qui ont une qualité buccale qui de toute manière est rétrécie aussi. Et la langue va basculer en arrière et va faire qu'il y a non seulement un ronflement, mais en plus cet arrêt respiratoire. C'est souvent associé à de l'hypertension et une fatigue le lendemain, avec des excès de sommeil ou des excès de ce qu'on appelle une somnolence, c'est-à-dire l'envie de dormir. Et évidemment, il peut y avoir par exemple plus d'accidents, et c'est une pathologie qu'on recherche dans ces cas-là pour essayer d'aider les personnes. Ça se traite très bien. Alors globalement, il y a toute une série de choses à faire en termes de conseils pour mieux dormir.